Bonjour à tous et à toutes. Nous allons bientôt commencer le webinaire. Bonjour. 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 Bonjour, vous allez bien? Ça va, très bien. Alors, nous laissons les inscrits arriver puisque lorsque j'ai vérifié ce matin, il y avait 95 inscrits au webinaire. Donc on va Ah, attendre un... d'accord. ça fait du monde. Là, on est 17 pour Il est pas l'instant, là donc on va... encore. Non, il n'est pas tout à fait là. Alors, en prévision du démarrage, est-ce que Juliette, tu veux partager ton écran pour afficher la première diapositive d'introduction? OK. Laura, c'est Christelle. Est-ce que tu gères l'enregistrement? Oui, l'enregistrement est démarré, hein. Dès que j'ai lancé la réunion, ça a démarré automatiquement. Super, merci Juliette. De rien. On commence à l'heure pile, il est 13h30 et les retardataires nous rejoindront en route. Donc bienvenue à tous et à toutes pour ce webinaire organisé par le projet DISAC, Durabilité et exploitabilité des eaux souterraines des aquifères captifs. Je suis Laura Seguin, je suis chercheuse au BRGM de Montpellier, dans l'équipe qui travaille sur les eaux souterraines. Et donc je vais animer ce webinaire, vous donner un petit mot d'introduction en vous présentant le sommaire de ce qui va se passer et animer ensuite le temps de questions, réponses, le temps d'échange avec vous après la présentation. La présentation s'intitule Comment co-construire des indicateurs pour la durabilité des nappes captives et elle sera présentée par Juliette Lafont qui a réalisé ce travail au sein du CIRAD et qui était encadrée par Emeline Hassenforder qui est connectée, par moi-même et par Jean-Daniel Rinaudot du BRGM. Alors, diapositive suivante pour vous présenter la manière dont on va procéder. On va tout d'abord laisser la parole à Christelle Marlin qui va vous présenter le cadre de l'étude, c'est-à-dire le projet d'ISAC, en quoi cela consiste. Ensuite, Juliette fera une présentation qui sera découpée en 4 grandes parties. Elle va vous présenter les questions ou les enjeux spécifiques que posent les questions de concertation autour de ces nappes captives profondes. Ensuite, elle abordera les indicateurs pour suivre le bon état des nappes captives. Quels enjeux ou quelles questions spécifiques encore une fois cela pose vu la spécificité de ces ressources en eau. Et puis, elle présentera le cœur de son travail, c'est-à-dire autour de 3 cas d'études qu'elle a explorés, les nappes profondes de Gironde, les nappes des sables de l'Astien et le grand bassin artésien en Australie. Elle fera ensuite une synthèse générale et nous pourrons avoir un temps de questions-réponses et d'échanges avec vous.
Je vous remercie à tous et à toutes de participer. J'ai vu que le public était assez divers, du monde académique, du monde aussi de la gestion. Je crois voir qu'il y a des gestionnaires, des acteurs qui justement sont investis dans les cas d'études dont on va parler. Donc, cela promet une discussion riche à la suite de la présentation. Je laisse la parole à Christelle. Oui, merci Laura. Alors, effectivement, quelques mots d'introduction sur le projet d'ISAC, qui est un projet lauréat du programme One Water Eau Bien Commun, qui est soutenu par France 2030. Et donc, nous avons eu la chance voilà, d'être financés pour une période de 4 ans, de 2023 à 2027. Diapositive suivante. Ah. Alors, alors, rapidement, quelques mots sur ce grand programme national. PEPR, c'est programme et équipement prioritaire de recherche. Donc, sur une période de 10 ans, de 2022 à 2032, donc il y a un investissement de France 2030 de 53 millions d'euros. Dans ce programme qui est copiloté entre le CNRS, le BRGM et INRAE. Et le projet d'ISAC sur les nappes captives a été donc, comme je disais tout à l'heure, lauréat en fait du premier appel à projet que j'ai ici entouré en rouge, mais le programme est beaucoup plus large parce qu'il comporte des grands défis et il est organisé également autour de projets ciblés. Vous avez peut-être déjà vu passer beaucoup de webinaires concernant ce programme parce que l'idée derrière aussi, c'est de fédérer toute la communauté nationale qui s'intéresse à ces questions d'eau. Diapositive suivante. Donc le programme d'ISAC que je dirige, je suis professeure à l'université Paris-Saclay et il est co-coordonné avec Julie Lyons du BRGM et on s'intéresse donc aux nappes captives et plus généralement aux nappes sous couverture qui ne sont pas que des nappes fossiles. Ce qu'on a ciblé dans l'étude, c'est regarder des nappes captives qui sont reliées à un flux de recharge, donc qui ont un flux de renouvellement et qui pourrait effectivement permettre de pouvoir répondre aux besoins nationaux des ressources en eau. Elles le sont déjà, largement dans plusieurs des régions, mais dans certains endroits, on manque d'informations et surtout, on manque d'indicateurs de gestion durable de ces entités de recherche un peu profondes, donc qui sont moins étudiées, peut-être aussi moins accessibles. Donc avec l'exploitation de ce type de nappe, évidemment, va se poser aussi des questions de flux d'eau, pas simplement de la recharge vers une zone de décharge, mais également des échanges et qui peuvent effectivement sous exploitation dégrader la ressource. Alors, dans ce projet, il y a 7 partenaires académiques, donc l'Université Paris-Saclay, le BRGM, le CNRS, INP Bordeaux, l'Université de Nîmes, l'Université de Rouen-Normandie et le CIRAD. On a aussi 4 partenaires associés, donc le SMEGREG, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, l'institution Adour, le PTB Vistre-Vistrinck et Centre Sciences. Alors, nos objectifs en fait scientifiques, c'est co-construire sur la base d'un argumentaire scientifique des méthodes, des outils, des indicateurs pour avoir tous ces éléments pour une exploitation raisonnée, durable des aquifères sous couverture, des aquifères captifs, ceci basé sur un ensemble de proxys. Et le deuxième objectif, c'est de développer justement cette approche multiméthode dont on va voir sur la base des enquêtes qui ont été réalisées, justement comment déjà localement en France ou à l'étranger, ça peut se produire, enfin se mettre en place. L'idée derrière le projet d'ISAC, c'est de construire justement cet argumentaire, un argumentaire qui soit admis et surtout, ce qui est important pour nous, c'est la co-construction entre les scientifiques, les gestionnaires, enfin toutes les communautés qui peuvent être intéressées par ces objets. Alors, on a dans le projet 4 aquifères démonstrateurs. Un dans le bassin de Paris, c'est les calcaires de Beauce, donc sous Sologne. On a 2 aquifères dans le bassin aquitain, les sables inframolassiques au sud et plus dans la région de Bordeaux, les sables éocènes et oligocènes. Et un autre dans le bassin du sud-est, dans la plaine de la Vistrinck. Est-ce que l'introduction doit être finie de mon côté? Ok, parfait, je vais Très prendre bien. la main alors.
Juste avant de Merci beaucoup. avant Alors, de te laisser la main, Juliette, je voulais préciser que pendant le cours de la présentation, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à utiliser l'outil de conversation pour écrire vos commentaires, vos questions, qu'on reprendra ensuite dans le temps de discussion. Le temps de discussion est donc programmé de 14h10 à 14h30 et le webinaire se terminera à 14h30. Juliette, je te laisse la main. D'accord. Donc, merci Christelle aussi pour ces quelques mots pour présenter le projet. Donc, comme vous avez compris, on va parler de concertation autour des nappes captives. Et maintenant, nous allons voir en quoi la concertation qui est mise en place dans le cadre de gestion de ces nappes captives, elle fait face à des défis spécifiques qui sont liés directement à la nature hydrogéologique des nappes captives. Ici, sur cette diapositive, vous pouvez voir différentes caractéristiques générales de ces nappes captives. En fait, donc, ces nappes captives, c'est des ressources en eau souterraines qui sont protégées par une couche imperméable, ce qui les rend invisibles et moins accessibles que les nappes de surface. La première caractéristique, c'est qu'en fait, ces nappes captives, elles ont un temps d'écoulement très lent de leurs eaux, pardon. Ça s'explique parce que le milieu des nappes captives, il est saturé et qu'elles sont protégées aussi par cette couche imperméable. La deuxième caractéristique générale de ces nappes captives, c'est qu'en fait, l'eau qui est contenue dans les nappes, c'est une eau en très bon état qualitatif. Ça s'explique par la protection de la couche imperméable et aussi par le fait, justement, c'est directement lié au temps d'écoulement qui est très lent au sein de la nappe, puisque du coup, l'eau qui arrive au niveau de la zone libre de la nappe, elle peut mettre plusieurs milliers, plusieurs centaines, plusieurs milliers, voire plusieurs millions d'années. On verra dans un de nos cas d'études, l'eau atteint plus de 2 millions d'années. Et donc, c'est une eau qui est plutôt préservée des pollutions humaines et des activités humaines actuelles. La troisième caractéristique de ces nappes captives, en fait, c'est le phénomène d'artésianisme. Donc, on se rend compte que si, en fait, on crée un forage en aval de la nappe, on va avoir de l'eau qui va sortir naturellement sans avoir besoin de pomper jusqu'au niveau haut de la nappe, au niveau du toit de la nappe. Donc ça, c'est aussi une caractéristique des nappes captives. Et enfin, le dernier point qui est à prendre en compte quand on s'intéresse à la concertation de ce type de nappe, c'est la vulnérabilité de certaines zones, donc les zones de recharge qui se trouvent dans la partie grisée du schéma. Donc au niveau de la zone libre, en fait, la nappe est directement exposée à l'intrusion de pollution liée aux activités humaines ou autres, et qui pourrait venir impacter la qualité des eaux de la nappe. Donc, par rapport à toutes ces caractéristiques, il y a 3 types d'enjeux qui se posent en termes de concertation. D'abord, on a un enjeu qui est relatif aux connaissances. En fait, les acteurs locaux n'ont pas d'expérience directe des eaux souterraines, et c'est encore plus vrai pour les nappes captives. Donc, c'est compliqué, en fait, voire impossible de créer des connaissances, leur propre savoir, leur propre connaissance pour établir un diagnostic des problèmes rencontrés. Parce que quand on recherche la cause d'une pollution des nappes captives, par exemple, comment savoir dans quelle direction se tourner? C'est beaucoup plus simple avec une rivière où on peut voir l'amont et l'aval, et donc on peut voir plus facilement d'où vient une pollution quand on se situe en aval. Il est impossible donc de construire une connaissance empirique des nappes captives, et donc on doit s'appuyer sur des outils experts et scientifiques, donc la mise en place de réseaux piézométriques, des coupes géologiques, des modèles mathématiques, qui ne sont pas facilement accessibles au grand public. Le deuxième enjeu qui se pose quand on s'intéresse à la concertation des nappes captives, c'est la construction d'une communauté d'intérêt. Donc, quand on s'intéresse aux nappes captives, on va tout de suite s'intéresser à des périmètres de gestion qui sont souvent assez grands, qui vont au-delà de territoires qu'on connaît et donc qui ne correspondent pas forcément au découpage administratif de communes. La plupart des acteurs qui sont concernés, en particulier pour la gestion des grands aquifères, ils ne se connaissent pas ou peu. Et donc, la perception de leur interdépendance, elle est moins intuitive que pour les eaux de surface. C'est ce que je disais tout à l'heure avec l'exemple d'une rivière à laquelle on peut plus facilement identifier une communauté d'acteurs autour d'une rivière parce qu'on voit clairement l'amont et l'aval. Donc, il y a tout un sentiment d'appartenance en fait à créer dans ce type de nappe captive. Enfin, le troisième enjeu, il concerne des enjeux relatifs aux décisions. Donc, les phénomènes qui sont des nappes captives, ils sont caractérisés par une temporalité qui est très lente, très longue. Donc, pour comprendre les enjeux et définir ensemble un bon état de ces masses d'eau et des indicateurs qui sont associés, il faut se projeter à très long terme et se sentir concerné par des conséquences futures qui seraient liées à des décisions.
Donc cela implique également de prendre des décisions dans un contexte d'incertitude en raison de la complexité hydrogéologique de ces nappes. Donc, par exemple, dans le cas d'une concertation avec des élus qui sont là pour quelques années, c'est difficile de se projeter sur des milliers d'années. Donc, c'est parfois tentant de se reposer aussi sur les experts et leur dire. Donc, dans le cadre de ce travail, on s'est intéressé plus particulièrement aux indicateurs. Donc, dans un premier temps, on voulait faire un petit rappel des indicateurs. Donc, qu'est-ce que c'était ? Un indicateur, donc c'est un signal d'une réalité qui ne se laisse pas directement observer. Donc, on va faire un parallèle avec, par exemple, ici, là, une jauge d'essence pour une voiture. En fait, la jauge va indiquer l'état dans lequel on se trouve. C'est l'indicateur qui a été choisi. Mais qu'on se trouve ici ou dans la zone rouge, en fait, la voiture va continuer à avancer de la même façon. Mais on sera quand même dans une phase critique où il sera temps de recharger la voiture avec de l'essence. C'est la même chose avec les nappes captives. L'indicateur, il va permettre vraiment d'identifier une gestion, une situation de crise, bien que l'eau continue de sortir et continue d'être prélevée et on ne se rend pas forcément compte qu'en fait, elle est surexploitée. Dans le cadre de la gestion de l'eau, les indicateurs, ils ont 3 rôles. Le premier, c'est un rôle de surveillance. Donc, ils permettent de surveiller régulièrement l'état qualitatif et quantitatif des nappes. Ces indicateurs, ils ont aussi un rôle de détection. Ils permettent de détecter de manière précoce des potentiels problèmes, comme la baisse des niveaux des nappes ou la dégradation de la qualité. Et enfin, ils ont un troisième rôle. Il permet de fixer des objectifs de gestion clairs et mesurables pour la gestion de l'eau, de manière partagée avec l'ensemble des acteurs concernés. Par exemple, on peut fixer ensemble des seuils de baisse de niveau à ne pas dépasser pour garantir une pérennité dans les usages ou la protection des écosystèmes. Donc nous, c'est en particulier à ce troisième rôle auquel nous nous sommes intéressés. Donc, c'est-à-dire les indicateurs élaborés entre une diversité d'acteurs, donc des gestionnaires, des scientifiques, des usagers des nappes, dans le cadre de processus de planification concertée de la gestion de ces nappes captives. Donc, comme vous l'avez compris, du fait de la spécificité hydrologique des nappes captives, il est difficile de calquer des objectifs et des indicateurs de bon état qui sont utilisés aujourd'hui pour suivre les nappes de surface ou les nappes captives. Ça, comme on l'a vu, donc ça s'explique par le fait que pour les nappes captives, il y a une recharge qui est plutôt lente et donc le système va répondre de manière lente aussi à des modifications et donc il faut mettre en place des indicateurs sur des échelles de temps plutôt longues. Donc pour ce faire, nous avons en fait étudié trois cas, donc 2 cas en France avec les nappes profondes de Gironde ici et puis les nappes des sables de l'Astien en Hérault. Et nous avons comparé ces 2 cas avec un cas international, donc avec le cas du grand bassin artésien en Australie. Donc je vais commencer. Ah oui. La raison pour laquelle nous avons choisi en fait ces cas, c'est d'abord pour mettre un peu en regard des différents niveaux de gouvernance. En France, on connaît un système assez classique avec la mise en place de commissions locales de l'eau et après la mise en place de schémas d'aménagement et de gestion des eaux pour la gestion de ces nappes captives. Tandis qu'en Australie, on a un système un petit peu différent avec, puisque l'Australie donc s'organise à un niveau fédéral et au sein de ce gouvernement fédéral, donc il y a des États qui sont autonomes en fait dans la définition de leur propre plan de gestion. Donc c'est une gouvernance qui est plutôt imbriquée. Aussi, on voulait mettre en avant le fait que la superficie de ces nappes, en fait, elle est complètement différente. Donc, on va avoir des enjeux assez différents d'un cas à l'autre. Pour le grand bassin artésien, on voit que c'est des nappes captives qui occupent 1,7 million de kilomètres carrés. Donc, ça représente environ un cinquième de la surface de l'Australie, tandis qu'à côté, on a les nappes profondes de Gironde qui représentent 10 500 km², et à côté, les nappes de l'Astien sur une superficie plus petite, donc de 450 km². Donc, pour vous montrer un peu cette différence. La question à laquelle on a essayé de répondre tout au long de ce travail, c'est la suivante. Donc, comment parvient-on à la définition d'indicateurs pour suivre le bon état des nappes captives dans le cadre d'une gestion concertée ? Pour ce faire, donc, nous avons rencontré des gestionnaires, des scientifiques, des techniciens, des usagers des nappes captives de ces 3 cas d'études et nous avons discuté avec eux de la façon dont collectivement on arrive à la définition de ces indicateurs.
Au cours de la démarche, nous nous sommes rendus compte qu'avant d'arriver en fait à la définition de ces indicateurs de bon état, le groupe d'acteurs locaux qui se mobilisent autour de la gestion, il passe par de nombreuses autres étapes et donc des prérequis afin de pouvoir définir ces indicateurs. Ici, donc, nous avons identifié ces prérequis et après nous ferons une démonstration au travers des 3 cas d'études. Mais donc, les 5 prérequis à prendre en compte et à voir avant de pouvoir mettre en place des indicateurs de bon état dans le cadre d'une gestion concertée de ces nappes captives, ce sont les suivants. Le premier prérequis, ça concerne la prise de conscience collective, donc d'un problème de gestion, d'une dégradation de l'état de la nappe. Ça peut être autant une dégradation qualitative que quantitative. Une fois qu'il y a une prise de conscience collective et un constat d'un problème, il y a une période, en fait, toute une phase de production de connaissances afin de mieux comprendre les échanges et les flux au sein de ces nappes captives, parce que souvent, c'est des systèmes assez complexes avec différents niveaux de nappes, surtout dans le cas de bassins sédimentaires. Une fois que ces connaissances elles ont été produites, les acteurs locaux et le groupe de concertation mettent en place un modèle hydrogéologique qui permet par la suite donc de simuler des prélèvements dans les nappes. Une fois que ce modèle est créé, on a observé que dans les 3 cas, il y avait la création d'un groupe de concertation et la construction d'une vision commune. Donc, ce groupe de concertation, il va se retrouver de manière assez régulière pour créer par la suite un plan de gestion. Et donc, il est important de créer une vision commune. Cette vision commune, elle va passer par l'acculturation en fait, des personnes qui ne sont pas forcément de base sensibilisées à toutes ces spécificités dont on a parlé sur les nappes captives. Donc, il va y avoir une appropriation des connaissances qui ont été produites et une vulgarisation par d'autres acteurs qui vont venir faciliter justement cette acculturation et la prise en possession de ces connaissances par l'ensemble des acteurs. Et donc, le dernier prérequis, comme je viens d'en parler, c'est l'élaboration d'un plan de gestion. Et dans ce plan de gestion, on peut établir des indicateurs de bon état. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer. Donc là, on va parler pendant 25 minutes en fait de ces 3 grands cas. On va commencer par le cas du grand bassin artésien, donc qui est situé en Australie. Ici, on voit la superficie qu'il occupe. Donc, il faut avoir en tête que dans le grand bassin artésien, en fait, on a un paysage qui est plutôt aride, semi-aride, avec des endroits où il y a des points d'émergence de la nappe, des endroits où la nappe va remonter sous forme de zones humides, sous forme de sources et de points d'eau de manière générale. Et donc, ces points d'eau sont des écosystèmes qui sont complètement dépendants donc, des eaux souterraines et qui sont particulièrement sensibles et abritent souvent une biodiversité endémique, une faune et une flore assez riche. Et aujourd'hui, on continue en fait à découvrir des espèces endémiques dans ces milieux-là. Pour avoir un peu une idée plus générale des nappes du grand bassin artésien, donc l'eau captive du grand bassin artésien, elle représente une source vitale d'eau douce sur ce territoire, puisque comme je l'ai dit, on est dans des régions qui sont plutôt arides. Et ce bassin, c'est intéressant de savoir ça, c'est que c'est l'un des rares grands bassins artésiens au monde à ne pas avoir subi de surexploitation majeure. Donc, pour rappel, comme je l'ai expliqué, donc c'est un niveau de gouvernance qui est assez particulier puisque chaque État, territoire va créer et a sa propre législation en termes de gestion des eaux. Donc, ils abordent des plans de gestion en concertation avec les communautés locales et définissent des droits d'utilisation de l'eau en protégeant les débits des sources et des cours d'eau et aussi des volumes prélevables dans le grand bassin artésien. Donc, comme j'expliquais un peu plus tôt, le périmètre de gestion, il s'élève à 1,7 million de kilomètres carrés. L'âge de l'eau, elle peut monter jusqu'à 2 millions d'années et le volume exploité annuellement, il est de 451 millions de mètres cubes, donc ce qui est énorme. La zone de recharge ici, je l'ai mis ici, c'est le long de la cordillère australienne, ici plutôt à l'est en fait, et ensuite les eaux vont de l'est vers le sud-ouest. Et il y a des points d'émergence. Ici, on peut voir le point d'émergence. Les usages dans le cas du GAB, donc grand bassin artésien, ils sont multiples. Le principal usage, c'est le pastoralisme, donc à 40%. Le deuxième usage, c'est l'agriculture irriguée. Le troisième, c'est l'eau en fait, du GAB, elle est extraite et utilisée pour les industries pétro-gazières et les industries de minerais. Donc, c'est un usage qui risque d'augmenter ces prochaines années. Et enfin, on a un usage aussi pour l'alimentation en eau potable. Là, il y a des exemples, un exemple de ville, donc Charleville, qui est une ville qui est
complètement isolée dans ces zones un peu arides, et donc elle bénéficie des GAB pour alimenter sa population en eau potable. Donc, on va commencer par faire une petite rétrospective en fait de l'exploitation et de la mise en place de la concertation dans le cas du GAB. Ici, en fait, vous pouvez voir une frise historique qui permet de voir les différents prérequis dont j'ai parlé un peu plus tôt. Et donc, comme ça, on va pouvoir voir les différentes étapes par lesquelles le groupe de concertation est passé avant d'arriver à la définition des indicateurs. Donc, pour avoir une idée un peu plus générale de comment ça s'est passé dans le Grand Bassin artésien, à la fin du 19e siècle, c'est là qu'a commencé le début de l'exploitation des eaux du Grand Bassin artésien en Australie. À cette époque, la ressource, elle est perçue comme pratiquement inépuisable. C'est impressionnant parce qu'en creusant, les communautés locales, elles créent des forages artésiens qui s'écoulent de manière quasiment continue et infinie. En fait, en creusant, là, on peut voir sur l'image en bas à gauche, ça crée des forages artésiens de manière quasiment systématique. Cette découverte, elle ouvre la voie à un développement pastoral qui est soutenu dans les régions arides de l'intérieur de l'Australie. Et puis, comme cette ressource, elle est intéressante économiquement, il y a des premiers travaux qui sont menés pour comprendre l'étendue du GAB et son potentiel de production. Cette dynamique, elle entraîne une amélioration des connaissances grâce à la réalisation des premières cartographies géologiques. Là, c'est ce qu'on voit sur la frise historique. Cependant, cette phase, elle reste marquée par une absence de cadre de gestion, puisque chacun crée son propre forage qui s'écoule un peu en continu, qui n'est pas contrôlé. Il n'y a aucun dispositif réglementaire qui vient encadrer les prélèvements ou limiter les débits des puits, qui coulent donc librement et souvent de manière continue. Là, on peut le voir sur les deux images ici. Donc, au XXe siècle, il y a des premiers signes en fait de déclin de la pression artésienne qui sont observés par des acteurs locaux. En raison de la diminution de la pression, il y a environ un tiers des puits artésiens qui a cessé de s'écouler naturellement et plus de 1000 sources naturelles qui ont disparu. Ces phénomènes, ils ont entraîné une prise de conscience sur la nécessité d'encadrer davantage l'utilisation de la ressource. Donc, cette prise de conscience, elle mène au déroulé de 4 conférences interétatiques des années 1912 à 1928, donc, qui accueillent les différents gouvernements des États concernés par le GAB. Et donc, ces conférences, elles sont organisées pour discuter des problèmes de pression et envisager des solutions coordonnées. Donc, c'est une marque des premiers efforts qui sont menés en termes de concertation. Ensuite, de 1920 à 1960, les États s'emparent de cette problématique et ils vont commencer à créer des connaissances hydrologiques sur le GAB et son fonctionnement. Donc, il y a des études qui concernent les pressions, les débits, les caractéristiques de cet aquifère qui sont menées principalement au niveau de Queensland, d'Australie méridionale et de Nouvelle-Galles du Sud, ce qui permet de mieux cartographier ces sous-bassins. Ces avancées techniques, elles vont également de pair avec le développement de politiques publiques qui visent à encadrer l'utilisation de la ressource. De 1952 à 1999, il y a des gros programmes de réhabilitation des forages qui sont mis en œuvre par les États. Et le gouvernement fédéral aussi commence à s'intéresser à cette question en appuyant financièrement ces programmes de réhabilitation des forages qui en fait ont permis de limiter l'écoulement libre et de remplacer les drains, donc les genres de tranchées, par des canalisations. Là, on voit un système où en fait c'était tout simplement mettre en place des robinets, mais à l'échelle en fait du bassin qui est si grand, ça a pris beaucoup d'années. Donc, ces opérations, ça a été un vrai succès. Elles ont permis de boucher 600 forages jusqu'en 1999 et elles ont permis de réaugmenter de manière significative la pression artésienne. Aussi, ce qui est intéressant de montrer dans ce cas-là, c'est que les communautés rurales et les agriculteurs, ils ont participé activement aux actions à mener. Au Queensland, par exemple, les fédérations agricoles ont ainsi relayé auprès de la Fédération nationale agricole les besoins qui étaient identifiés localement et ils ont permis de faire un levier pour capter des financements pour la réhabilitation et le contrôle des forages sur leur territoire. Donc, ça montre l'implication en fait des acteurs locaux. À partir des années 70, on voit aussi que le gouvernement fédéral s'implique encore davantage dans la gestion du GAB, puisqu'il lui aussi va se mettre à créer des connaissances pour mieux comprendre le système hydrogéologique de cet aquifère.
Et donc, il va, par la même occasion, commencer à développer des modèles hydrogéologiques. Et le modèle hydrogéologique, et on va le voir pour l'ensemble des cas d'études, ça va vraiment changer la donne en termes de compréhension, mais également en termes de définition d'indicateurs de gestion et de seuil, surtout, puisqu'il va permettre de modéliser, de faire des simulations et voir quels sont les volumes à prélever ou pas. Donc, cette période de production de connaissances, en fait, des années 1970, elle a permis, en fait, de mettre en relation les acteurs fédéraux et les acteurs étatiques, puisqu'ils ont commencé à travailler en collaboration pour échanger des données, par exemple, pour la mise en place de modèles hydrogéologiques. Dans les années 1980, les membres des communautés locales, donc ça a été des foreurs, des acteurs de terrain, des défenseurs de l'environnement, ils continuent de constater la baisse de la pression de la détérioration des sources, et donc ils font pression sur les gouvernements pour mettre en place une gestion. Cette gestion, elle apparaît en 1997 à la suite d'un forum, le forum de Brisbane. Ce forum, il a conduit à la création d'un groupe de concertation. Donc, c'est le conseil consultatif. Il est composé de 17 membres qui sont issus d'administration, des secteurs économiques, des usagers, des propriétaires traditionnels. Et ce forum, il a mené à la mise en place d'une planification. Il a mené à la mise en place d'une planification coordonnée entre les différents niveaux de gouvernement et les parties prenantes. Cette planification, elle est détaillée dans le Gap Strategic Management Plan, donc c'est un plan à l'échelle fédérale. C'est un document fondateur qui a été signé par l'ensemble des États concernés par l'Australie. Donc ce plan, il a été préparé collectivement par ce conseil consultatif et par les gouvernements. Ce qui est intéressant de souligner dans ce cas d'étude, c'est que les acteurs locaux, ils ont clairement reconnu qu'il y avait un potentiel d'exploration qui était bien plus important qui existait dans le GAB, parce que les connaissances scientifiques, elles ont permis de montrer qu'il était possible d'extraire davantage d'eau si on acceptait une baisse significative de la pression artésienne. Pourtant, cette voie a été écartée et les décideurs, les usagers, les représentants des territoires, ils ont fait le choix de limiter volontairement les prélèvements afin de préserver les écoulements naturels, notamment pour les sources artésiennes. Donc, ce compromis, il illustre une volonté partagée de garantir la pérennité de la ressource. De 2006 à 2015, le plan fédéral il est décliné au niveau des États. Donc, chaque État met en place un plan de gestion qui va reprendre les grandes orientations en fait, du plan fédéral, parce que le plan fédéral, il se veut plutôt large. Il reste plutôt flou, entre guillemets, volontairement. Et c'est pour ça qu'il revient au gouvernement des États et aux territoires de s'approprier ce cadre stratégique et de décliner la stratégie à un niveau local. Donc, c'est dans le cadre de ces plans que des indicateurs de gestion ont été mis en place. Ils ont été donc élaborés de manière indépendante entre chaque État, et ce sont les services de l'eau de chacun des gouvernements qui ont conçu ces indicateurs accompagnés de seuils. Ces seuils, ils n'ont pas vraiment été soumis à la concertation. C'était plus des échanges, des discussions qui ont eu lieu entre experts. Donc, on observe deux types de seuils. Je vais vous en présenter deux. Et si vous avez des questions sur les autres, nous pourrons en reparler à la fin de la présentation. Donc, il y a des indicateurs de gestion qui ont été mis en place pour protéger la pression artésienne. Donc, avec la mise en place d'un volume maximum exploitable. Ça correspond au volume maximum prélevable en France. Donc, c'est un volume qui est défini sur l'ensemble de la nappe à l'échelle annuelle. Et donc, le deuxième type d'indicateur de gestion qui a été mis en place, c'est des indicateurs qui ont été mis en place pour protéger les écosystèmes dépendants. On a par exemple la mise en place d'un volume prélevable cumulé autour des sources dans un rayon de 100 km autour des frontières interétatiques. Donc, cet indicateur a pour mission première de protéger tous ces écosystèmes dépendants dont on a parlé un peu plus tôt. Là, on peut voir par exemple l'apparition d'une source après, par exemple, les programmes de réhabilitation des forages qui ont permis de faire augmenter la pression artésienne. Donc là, c'est terminé pour ce premier cas d'étude. Bien entendu, ce n'est pas un récit qui est complet, mais il nous a permis de voir qu'on a l'atteinte des différents prérequis pour arriver à la définition de ces indicateurs.
Maintenant, on va pouvoir passer au cas des nappes profondes de Gironde. Donc là, j'ai mis en arrière-plan une photo de Bordeaux, qui est un des principaux utilisateurs et usagers de la ressource en eau des nappes profondes de Gironde pour l'alimentation en eau potable. Donc, pour comprendre l'utilisation de l'eau des nappes profondes de Gironde, donc la gestion s'effectue sur un périmètre de 10 500 km². L'âge de l'eau, elle a jusqu'à 30 000 ans et le volume exploité, il est de 150 millions de mètres cubes. Les usages, donc comme je l'ai dit, le principal usage, c'est l'alimentation en eau potable. Donc 70% du volume qui est exploité va pour l'alimentation en eau potable, que ce soit de l'agglomération bordelaise ou des collectivités dans le département. Le deuxième usager le plus important, c'est l'agriculture, donc avec l'irrigation ponctuelle des vignes qui pourrait potentiellement augmenter dans les prochaines années avec les impacts du changement climatique. Et on a aussi un usage pour les industries principalement agroalimentaires pour la production du vin. Donc de la même façon que pour le Grand Bassin artésien, je vais vous présenter les différentes étapes qui ont mené à l'élaboration de ces indicateurs pour le cas de la Gironde. Donc les premiers forages sont construits en Gironde en 1880, mais il y a un essor à partir de 1945 après-guerre. À cette époque, le nombre de forages dans les nappes captives, il explose. Donc on peut voir ici, notamment avec ce graphique, on voit qu'il y a une courbe exponentielle qui apparaît à partir des années 1945-50. Face à cette explosion, il y a un professeur d'hydrogéologie à la faculté des sciences de Bordeaux qui se pose la question de la durabilité de l'exploitation de ces nappes face à l'augmentation continue des prélèvements, notamment dans une nappe en particulier, puisqu'en fait, ce que j'expliquais, c'est que c'est des systèmes multicouches. Et donc là, il y a une nappe qui a été particulièrement utilisée pour l'alimentation en eau potable, c'est celle de l'Éocène. Donc afin de répondre à cette interrogation du professeur Scholler, dans les années 1960. Et donc, il y a un suivi de l'état de la ressource qui est demandé par le préfet à l'époque, qui charge donc le Conseil général de la Gironde et le BRGM. Et donc, les hydrogéologues du Conseil général et du BRGM vont travailler conjointement au développement de connaissances sur ces nappes profondes de Gironde. Donc, on a un premier travail de production de connaissances qui est mis en place afin de mieux comprendre le fonctionnement des nappes. Et donc, les années 90, elles sont également le début des modélisations et la création du modèle nord-aquitain MONA, donc qui sera perfectionné tout au long de la décennie. Et aujourd'hui encore, il continue d'être modifié et de nouvelles versions sortent. Donc, ce modèle, il est réalisé par le BRGM et c'est un modèle qui permet de modéliser les flux dans les aquifères. Au début des années 90, à la suite de cette grande période de production de connaissances, les Girondins donc, se rendent compte que la ressource elle est surexploitée, notamment dans la nappe de l'Éocène. Donc on obtient une réponse aux interrogations du professeur en hydrogéologie. Et donc, on parle d'un risque de surexploitation et on observe au niveau de Bordeaux une déformation de la nappe qui s'est creusée sous les besoins toujours croissants de l'agglomération. À l'époque, cette annonce, elle fait aussi craindre un effet secondaire de la surexploitation de l'Éocène. En effet, en prélevant dans cette nappe, les acteurs du territoire craignent une intrusion d'eau saline par inversion de pression. Finalement, quelques années plus tard, ce risque il n'est pas avéré et il a été supprimé, mais il a fait beaucoup de bruit à l'époque parce que cet enjeu a été fortement médiatisé, ce qui a permis en réalité de mobiliser les acteurs autour de la gestion de ces nappes profondes. Donc voilà, il y a eu des lanceurs d'alerte qui ont joué un rôle très important finalement dans la mobilisation des acteurs. Là, justement, il y a une des personnes qu'on a rencontrées qui nous a dit qui dit que l'annonce du risque d'intrusion saline a joué un rôle clé dans la prise de conscience. On a observé une forte motivation pour éviter la catastrophe, faire bouger les lignes, ce qui a mis les gens en situation de travail. Donc, la concertation donc, se met en place à cette époque avec d'abord la création du SMETA, puis la création de la clé. Donc, c'est le préfet qui demande aux acteurs du département de prendre les choses en main. Donc, en 1998, création du SMEGREG. J'ai dit SMETA, du SMEGREG, donc c'est le syndicat mixte d'études pour la gestion de la ressource et en eau du département de Gironde.
Donc, ce syndicat, il a pour vocation initialement de trouver des ressources de substitution à l'eau issues des nappes profondes. La création de ce syndicat par ces deux acteurs, elle est assez intéressante d'un point de vue politique, puisqu'à l'époque, il y avait des visions différentes sur la gestion de ces nappes, avec la CUB, donc la communauté urbaine de Bordeaux, qui défendait plutôt les intérêts de la métropole de Bordeaux, et de l'autre côté, le Conseil général, qui défendait plutôt les territoires ruraux, qui souhaitaient pouvoir préserver la ressource sur leur territoire. En 99, à la suite de l'alerte de la surexploitation de l'Éocène et du report de certains de ces prélèvements sur la nappe de l'Oligocène, la nappe de l'Oligocène, à son tour, se retrouve en déficit, ce qui se traduit par un dénoyage. Alors, le dénoyage, c'est quoi? C'est au moment où, en fait, la nappe qui était captive ne l'est plus, entraînant un risque d'intrusion d'eau superficielle et donc de dégradation de la qualité. Au moment de cette annonce, c'est un peu la douche froide pour les acteurs du territoire. Les usagers se sentent coincés parce qu'en fait, ils avaient fait des efforts pour mettre en place des ressources de substitution pour soulager les prélèvements dans l'aquifère de l'Éocène. Et finalement, on leur dit que les prélèvements sont aussi trop importants dans l'aquifère de l'Oligocène. Donc à ce moment-là, la reconnaissance collective du problème de surexploitation des nappes profondes, elle n'est pas immédiate et elle n'est pas partagée de manière unanime. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que la métropole et son délégataire des eaux ont contesté dès le départ l'ampleur de la dégradation de la ressource, ce qui se comprend aussi du fait de l'enjeu de la situation, parce que si la ressource elle est en danger et que l'exploitation pour l'alimentation en eau potable doit être impactée, alors comment la métropole de Bordeaux peut-elle alimenter ses habitants ? Donc en fait, cette première reconnaissance du problème, ça a été le moment le plus politique de l'histoire de la concertation en Gironde. On n'assiste pas à un conflit entre usagers, mais bien entre les espaces. D'un côté, on a le monde urbain et de l'autre, le monde rural. Et en fait, ces tensions, elles se sont cristallisées d'autant plus au moment où il a fallu réfléchir à la mise en place de solutions de substitution et donc reporter des prélèvements qui se faisaient sous la métropole dans d'autres nappes plus préservées, mais situées dans le Médoc par exemple. Donc ces projets, ils ont vivement été critiqués par les élus locaux qui parlent d'un accaparement de la ressource par la ville dans les territoires ruraux. Au fur et à mesure, cette reconnaissance, elle va se faire par la construction d'une vision commune finalement, où les acteurs vont se mettre d'accord grâce à la diffusion des savoirs qui va être facilitée par certains acteurs. On va y avoir des traducteurs entre le monde scientifique et l'ancrage local. Donc ces traducteurs sont la pierre angulaire de la construction de cette vision commune. Dans le cas de la Gironde, donc on a un bureau d'études qui a joué ce travail de traducteur au moment de l'élaboration du SAGE. Et il y a eu aussi le SMEGREG qui a eu un rôle très important dans la diffusion des connaissances pour que tous les acteurs comprennent les enjeux en fait de travailler collectivement. En parallèle de ça, donc en 99, il y a la création de la CLE, la Commission locale de l'eau pour les nappes profondes de Gironde. C'est la première en France qui soit entièrement dédiée aux eaux captives. Et la CLE, comme toutes les clés, elle représente vraiment l'instance décisionnelle chargée de planifier la gestion de la ressource. Donc cette clé, elle est composée d'usagers, de représentants de l'État et d'élus, et elle lance l'élaboration du SAGE, donc du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, des nappes profondes de Gironde en 1999, et ce SAGE est approuvé en 2003. Donc c'est un temps record pour l'élaboration d'un SAGE, ça a pris 3 ans. On verra par la suite, mais par exemple le SAGE pour la Sien, il a pris plus de temps, il a pris une dizaine d'années. Donc au cours du SAGE, l'élaboration du SAGE, les membres de la CLE décident de définir un périmètre et donc de gestion. Et le périmètre qui est choisi, c'est les limites du département. C'est un choix qui a été fait pour être efficace et pour pouvoir agir plus rapidement possible afin de limiter la dégradation de l'aquifère. Mais en réalité, donc, les nappes captives en fait, de Gironde, elles s'étendent à plusieurs départements de la Nouvelle-Aquitaine. Au cours de l'élaboration du SAGE, une fois que le périmètre de gestion il a été défini, le groupe de la concertation a décidé aussi de subdiviser le territoire en 5 unités de gestion en fonction des réalités hydrogéologiques. Cette subdivision, elle a permis une flexibilité dans les règles de gestion. Donc, une fois que les 5 unités de gestion elles ont été définies, il y a un indicateur de gestion qui a été mis en place afin de suivre l'état de la ressource. Cet indicateur, c'est le volume maximum prélevable objectif. Donc, à l'échelle de ces nappes, il y a un volume maximum prélevable objectif qui a été défini pour l'ensemble des nappes, et ensuite, il y en a un qui a été défini pour chacune de ces unités de gestion. Les débats qui ont accompagné l'élaboration des VMPO
ils se sont faits surtout entre le SMEGREG et le BRGM, qui avaient initialement des visions différentes. Le BRGM souhaitait mettre en place d'autres types d'indicateurs, mais le SMEGREG disait que ces indicateurs n'étaient pas forcément adaptés à une gestion de nappes captives. Donc, il y a eu des débats entre ces deux entités et la clé a finalement choisi d'adopter les volumes maximum prélevables. Et donc, une fois que ces trois institutions, elles ont été d'accord, les VMPO et leurs seuils, elles ont été définis à partir de simulations à moyen et à long terme dans le modèle mathématique nord-aquitain par le BRGM. Ils ont ensuite, ces seuils été discutés et validés en clé. Et ces VMPO, ils font l'objet de révisions régulièrement en prenant en compte l'évolution des besoins, les projections de la population, les documents d'urbanisme, etc. Donc, ces VMPO, ils ont été discutés au sein du groupe d'experts d'hydrogéologues, puis présentés à la clé. De 2008 à 2013, donc on a une première révision du SAGE qui est mise en place, qui est motivée par la nécessité de prendre en compte des nouvelles connaissances qui ont été produites, notamment l'identification de zones à risque, des zones spécifiques sur le territoire avec des enjeux particuliers, notamment le cas du dénoyage de l'Oligocène. Et c'est au cours de cette révision qu'est établie une définition de bon état des nappes profondes, actant le principe d'une gestion des nappes à deux échelles. D'abord une gestion en bilan et ensuite une gestion en pression. Donc ça, c'est quelque chose qui a pas mal marqué la concertation dans les nappes profondes de Gironde. Cette révision, elle a aussi permis d'établir un deuxième indicateur de gestion, notamment pour ces zones particulières où il y avait besoin de mettre en place des gestions en pression. Et donc, pour la zone de dénoyage de l'Oligocène, il y a un indicateur, c'est les codes de rabattement qui ont été mis en place et qui ont permis une gestion en pression localement. Cette définition d'indicateur, elle est issue d'une concertation entre les exploitants, donc Suez, et Bordeaux Métropole, et les appuis scientifiques et techniques du BRGM et du SMEGREG. Les cotes, elles ont été définies par simulation dans le modèle MONA, dans une logique d'optimisation forage par forage. Donc voilà pour le cas de la Gironde. Donc on voit que le groupe de concertation, il s'est d'abord armé de connaissances et puis ensuite il a élaboré un plan de gestion qui a permis d'arriver à l'aboutissement de ces indicateurs. Enfin, le dernier cas d'étude, c'est les nappes. Juliette, si je peux me permettre, peux-tu présenter ce dernier cas d'étude en 3 minutes maximum pour laisser du temps à la discussion? On pourra déborder jusqu'à 14h35, mais pas plus pour la fin du webinaire. Ok, d'accord. Pas de souci. Donc, le dernier cas d'étude qui concerne les nappes de l'Astien. Donc ici, on voit, c'est sur le littoral. Donc, on voit qu'en termes de périmètre, on est vraiment sur des espaces qui sont plus petits et un volume exploité annuel qui est moindre de 5 millions de mètres cubes. Le principal usage, en fait, la particularité pour cette nappe, c'est vraiment l'utilisation pour les campings. C'est l'AEP qui représente 48% de l'utilisation des eaux de la nappe de l'Astien. Les campings sont un usager assez important aussi, avec 26%. Et ensuite, on a de l'agriculture, de la même façon qu'en Gironde, avec de la vigne. Donc, pour être succinct, pour faire une présentation plutôt succincte, donc on a les premiers forages qui ont commencé en 1898, mais le développement des forages sur le territoire, il s'est fait plutôt au cours du XXe siècle. En 1980, il y a une alerte qui est faite par la DIREN qui dit que les niveaux en fait de la nappe se situent à moins 17 mètres sous le niveau de la mer. Donc, ça va créer tout de suite une prise de conscience collective avec la nécessité de mettre en place des actions. Donc en 1990, il y a des travaux scientifiques qui sont engagés pour comprendre le fonctionnement hydrologique de la nappe. Donc ça correspond à cette période de production de connaissances. Et donc il y a la création du SMETA, donc c'est le syndicat mixte des études et des travaux sur l'Astien. Donc le SMETA, il va vraiment participer à la production de ces connaissances scientifiques et conjointement avec des bureaux d'études qui vont être engagés, il va y avoir le développement d'un modèle hydrogéologique, pareil, pour mieux comprendre la nappe. Les premières actions qui vont être mises en place sur le territoire, ça va être des contrats de nappe. Et c'est intéressant puisqu'en fait, c'est des actions qui vont être mises en place avant des plans de planification, des plans de gestion de la ressource. Donc en 2009,
on voit qu'après qu'il y a eu plusieurs actions qui ont été mises en place, il y a la clé qui est créée et ce qui va lancer l'élaboration du SAGE jusqu'en 2017. Donc, ça a pris 10 ans. À ce moment-là, c'est le moment où le groupe de concertation va être créé et il va y avoir aussi toute cette construction de cette vision commune avec ce travail, de la même façon que pour la Gironde, du SMETA, qui va faire ce travail d'acculturation de l'ensemble des membres de la clé. Le problème, c'est qu'en 2010, la nappe de l'Astien, elle est classée en zone de répartition des eaux par l'État. Donc, une zone de répartition des eaux, c'est quand il y a un déficit quantitatif. Et donc, ça va lancer en fait immédiatement l'arrêt de nouveaux prélèvements dans ces nappes-là. Et donc, le groupe de concertation va devoir mettre en place un PGRE et une étude volume prélevable. Donc, en 2011 à 2013, il y a une étude de détermination des volumes prélevables qui est mise en place. De la même manière que pour la Gironde, donc il y a un volume global total qui est défini et des volumes prélevables aussi pour chacune des unités de gestion et aussi en fonction des différents types d'usagers, puisqu'il y a une priorisation à l'alimentation en eau potable. Donc, la question qu'on se posait au début, c'était comment on parvient à la définition de ces indicateurs pour suivre le bon état des nappes captives dans le cadre d'une gestion concertée. Donc là, on a pu voir au travers de ces 3 cas d'études qu'il y avait en effet une prise de conscience collective d'un problème d'exploitation, ensuite une période de production de connaissances, l'élaboration d'un modèle hydrogéologique, la création de la concertation et l'élaboration du plan de gestion. Ici, on peut voir que justement la prise de conscience collective, elle s'est faite à des temporalités différentes. On a eu le Grand Bassin Artésien qui en fait s'est rendu compte assez tôt d'un problème de surexploitation, puisque eux tenaient à conserver l'artésianisme sur leur territoire. Ensuite, on voit que les connaissances, elles se font juste après pour l'Astien, un petit peu en amont pour la Gironde. La production de ces connaissances, en fait, va permettre également le développement d'un modèle qui soit en parallèle. Et la concertation arrive juste après ou parallèlement. On voit que pour le GAB, la concertation, elle est arrivée un peu plus tard, entre les différences d'État, un petit peu avant les années 2000. Et enfin, la concertation permet la mise en place en fait d'un plan de gestion qui permet d'établir des indicateurs de bon état. Un dernier petit point plus réflexif sur la définition d'indicateurs de bon état. Dans le cadre de gestion concertée, en fait, la définition du bon état, dans chacun des cas, on voit qu'elle va venir orienter les objectifs de bon état et les indicateurs de bon état. On voit que, par exemple, la Gironde, elle défend une définition propre du bon état avec une gestion en bilan et en pression. On voit que l'Astien, pour lui, le bon état, c'est une définition qui est plus conforme à la directive 4 sur l'eau et la mise en place d'indicateurs de volume prélevable découle directement du classement en ZRE, donc il y a eu moins de possibilités dans les indicateurs à choisir. Et on voit que pour le GAB, il y a une priorité à la conservation de l'artésianisme, donc des indicateurs qui sont mis en place pour conserver les sources, les zones humides, etc. On se rend compte aussi qu'il y a une difficulté qui existe dans la création d'indicateurs de gestion, c'est par rapport à la taille de l'aquifère, notamment pour le grand bassin artésien. On voit que c'est difficile d'avoir des indicateurs qui sont concertés entre les États et chacun a un petit peu produit ses propres indicateurs. Et enfin, on se rend compte que quand on définit des indicateurs de bon état, il y a quand même une place prépondérante de l'expertise scientifique et technique dans l'élaboration de ces indicateurs. Et donc, ça pose la question aussi, l'ouverture possible de ces espaces de décision à des non-experts. Parce qu'on voit qu'il y a des potentiels leviers de discussion au niveau des seuils ou alors des usagers qui peuvent définir des pourcentages de des pourcentages de répartition, en fait, et des règles de répartition de la ressource. Voilà, merci pour votre écoute. J'ai un peu débordé sur le temps. Au moins, vous en saurez beaucoup sur les 3 cas d'études. Merci Juliette.
Je précise que le travail de Juliette sera disponible sous forme de rapport écrit, donc vous pourrez en lire davantage. Je donne la parole à Christelle qui va introduire cette notion de communauté de pratique que l'on souhaite impulser dans le projet d'ISAC avant de prendre vos questions ou réactions. Oui, je remets le micro. Donc, effectivement, merci beaucoup, Juliette. Et puis tous tes encadrants hein, pour le travail que tu as fait. Donc qui nous donne voilà, des perspectives en fait aussi de travail au sein du projet d'ISAC et au-delà parce qu'on ne travaille pas que pour la science, on va aussi dans ce projet-là, bien évidemment, si on a aussi organisé ce webinaire, c'est bien pour qu'il s'établisse aussi un dialogue avec les gestionnaires. Ils sont déjà, enfin les gestionnaires et les parties prenantes dans les territoires, ils sont déjà partie prenante, je l'ai dit en introduction, dans les partenaires associés du projet d'ISAC, mais on aimerait pouvoir élargir un petit peu plus notre façon de faire, nos partenaires. C'est pour ça qu'en fait, on souhaiterait, dans le cadre de cette tâche du projet, monter en fait une communauté de pratique sur les aquifères captifs. Donc là, je vois que vous êtes une bonne soixantaine de personnes qui sont connectées. Donc j'espère qu'il y a des scientifiques, mais aussi beaucoup de gestionnaires, de représentants d'associations, des administratifs et voilà, tous les acteurs qui peuvent être intéressés. Alors évidemment, les non-experts, je ne sais pas trop si on peut les toucher là avec ce type de séminaire, mais dans les territoires, les contacts existent. Donc, la communauté de pratique, l'idée, ça serait effectivement de garder au sein du projet d'ISAC un groupe qui rassemblerait cette communauté à la fois chercheurs et non chercheurs, mais intéressés directement ou indirectement par la gestion durable de ces nappes captives, dont on voit qu'elles peuvent avoir effectivement des problématiques qui peuvent être différentes. Je trouve que là, on a assez peu parlé des aspects de qualitatifs. Il y a eu des commentaires dans les conversations sur ces aspects de mobilité d'éléments. Donc ça, c'est un élément, je pense, qui peut être aussi important dans notre discussion. Dans ce groupe qu'on aimerait bien, alors voilà, vous avez mon adresse mail, donc pour l'instant, c'est moi qui suis le point de contact en tant que responsable du projet d'ISAC. Si vous êtes intéressé à participer à cette communauté et pouvoir continuer à travailler avec nous, ben, merci de m'écrire. Et puis, tout ça sera également suivi par les collègues qui ont travaillé et encadré Juliette Lafont pour son stage. Voilà, on aimerait bien vraiment toucher de partenaires très, très divers pour pouvoir avancer sur ces questions de gestion durable et comment on peut le décliner tout ça à une échelle plus, on va dire, plus national, même si je pense qu'il gardera, évidemment, il y aura toujours des spécificités dans nos modes, dans les modes de gestion des nappes. Hein. On ne va pas tous les gérer et avoir des indicateurs qui peuvent se décliner de la même façon partout. J'imagine bien que ça va être comme ça. Et dans cette communauté de pratique, l'idée, ça sera sur l'année 2025-2026, ça sera d'organiser avec vous en visio des séminaires. Et on a idée aussi de faire une rencontre sous forme d'atelier en présentiel. Donc, ça sera plutôt, j'imagine, plutôt sur l'année 2026. Voilà, donc c'est la proposition qu'on souhaitait faire parce que ce travail qui a été lancé là, c'est une première étape dont on avait besoin, mais l'idée derrière, ça va voilà être, on a nous 4 aquifères démonstrateurs. Évidemment, il y en a beaucoup plus qui sont intégrés dans notre réflexion au sein du projet, et voilà, on aimerait bien élargir un peu notre vision par toutes les contributions, voilà, de vos contributions pour qu'on arrive à quelque chose qui soit le plus concerté possible et co-construit surtout. Merci Christelle.
On a 5-10 minutes pour un temps d'échange, de questions-réponses. J'ai lu les questions ou les commentaires posés dans la conversation. Il y a des interventions qui apportent des précisions, notamment sur le cas de la gestion des nappes captives de Gironde. Je ne vais pas forcément revenir dessus parce que ce ne sont pas des questions directement. Il y a en revanche des questions un peu plus précises. Une porte sur l'enjeu de la protection des zones de recharge en termes de qualité mais aussi de quantité pour favoriser l'infiltration, combattre les obstacles à celle-ci. Je ne suis pas sûre qu'on puisse répondre directement à la question, mais comme il y a des acteurs et des acteurs impliqués sur ce territoire de Gironde, peut-être que, ou sur d'autres territoires, peut-être qu'ils peuvent eux-mêmes répondre. Et sinon, nous prenons d'autres remarques et d'autres questions à l'oral. Vous pouvez intervenir en levant la main. Alors, j'ai une question en commentaire. Ah, Marc Saltev lève la main. Vous avez la parole. Oui, c'était pour savoir si c'était possible de revenir rapidement sur la dernière diapo sur les perspectives de gestion, là, parce que j'avais vu quelque chose sur l'artisanisme. Comme j'étais en même temps en train d'écrire un commentaire, je j'ai pas tout, Et pas de pu souci, je le lire. repartage. Vous voyez? Ouais. D'accord. Ah, Ah, ça c'est encore depuis le début. non, je laisse comme ça. Oui. Ok. En fait, la gestion de l'artisanisme, c'était plutôt sur le GAB. Ouais. Euh, ok. Mhm. Parce qu'un retour à l'artisanisme en Gironde est pas, est pas envisageable, en fait. Oui. Oui, justement, c'est ça qui est intéressant dans la comparaison entre ces deux cas français où en fait on ne réfléchissait pas en termes d'artisanisme, mais plutôt en termes de niveau dans la nappe à conserver, alors qu'en Australie, du fait de l'importance de ces écosystèmes dépendants qui permettent aussi à des communautés aux Premières Nations australiennes de vivre. Alors, il y a cette nécessité et ce choix qui a été fait de conserver l'artisanisme. Mais justement, il y a une réflexion qui a été faite au niveau australien et qui disait qu'en fait, ils avaient conscience qu'ils pourraient beaucoup plus exploiter, mais de cette politique de gestion de conservation de l'artisanisme, alors ils ont des limites assez importantes. Et pour réagir par rapport à un commentaire qui est fait là par Damien Gabion là, sur la stabilisation des niveaux, hein, c'est quelque chose qu'on observe en Gironde, on commence à observer en Gironde aussi, et dans d'autres secteurs aussi du bassin aquitain, notamment dans le Jurassique en Haute-Garonne. Et ça se fait à différentes échelles de temps, donc c'est des temps qui peuvent être assez longs. Ça dépend vraiment du contexte géologique, mais on commence à avoir des stabilisations dans certains secteurs. Et pour la perte de la captivité, bah, ça peut arriver, notamment pour l'Oligocène, c'est ce qui est arrivé, puisqu'on a eu des dénoyages. Mais il y a des nappes comme l'Éocène où c'est pas quelque chose qu'on peut, qu'on- 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 auquel on s'attend en tout cas. Très bien, merci. Mélanie et Rostat souhaitaient intervenir. Oui, bonjour. D'abord, merci Juliette pour la présentation. C'est assez dense, c'est pas toujours simple de retracer 20 ans de gestion, en tout cas je parle pour le SMEGREG, donc joli travail, merci beaucoup. Juste pour un petit point de complément qui était soulevé par Marc aussi, en Gironde, par rapport à l'Australie, où ils souhaitent préserver l'artisanisme pour les zones à enjeu, enfin nous ce qu'on appelle les zones à enjeu aval, eux les environnements tributaires des eaux souterraines. Nous, en fait, l'artisanisme, comme disait très justement Marc, on ne va pas y revenir. On en a encore un peu sur le bassin d'Arcachon, mais quand bien même, on a voulu que le SAGE intègre ces environnements tributaires des eaux souterraines.
Donc, c'était le cas dans la dernière mouture du SAGE en 2013. Et volonté de la clé, on y travaille pour justement faire en sorte de préserver les flux sortants des nappes qui sont plus artésiennes, mais qui s'écoulent quand même via notamment des aquifères relais et qui ont un rôle dans certains milieux, sur le littoral ou en zone nord du département. Donc, c'est quelque chose qui est quand même intégré à la démarche pour essayer de faire le lien entre ces nappes profondes et les milieux, parce qu'elles ne sont pas tout le temps aussi profondes, malgré la sémantique utilisée. Voilà. Merci. Oui, et puis ça va lancer un nouveau niveau de concertation, comme vous expliquiez, avec devoir se connecter aux autres clés, aux autres sages, notamment des eaux superficielles. Donc ça relance en fait cette nécessité de recréer en fait un groupe de concertation plus large pour bien intégrer ces environnements, ces milieux aval à la démarche de gestion. Ouais, Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant de voir qu'au fil de l'évolution des connaissances et de la perception des enjeux, on intègre de nouveaux acteurs dans le dialogue et que c'est voilà, c'est une concertation toujours vivante et qui se réactualise en permanence. Damien Gabion. Oui, bonjour, merci pour toutes ces explications et ces exemples. Dans sur les différents sites, vous avez indiqué effectivement que des volumes prélevables avaient été calculés. Et peut-être moi, ce qui m'a manqué là, c'est peut-être de savoir finalement comment ces volumes prélevables avaient été définis. Dans les études volumes prélevables, on a l'habitude l'objectif, c'est d'avoir un bilan à peu près neutre entre les entrées et les sorties. Et donc, est-ce que ces volumes prélevables sont calculés à la fois pour satisfaire les usages et à la fois pour assurer la bonne relation aux souterraines, aux superficielles, là où l'aquifère est libre, voire un équilibre entre les échanges entre les différents aquifères. Voilà, on sait qu'on a effectivement des nappes profondes pour lesquelles on observe des baisses de niveau piezo sur des temps très longs. Donc les volumes prélevés annuels sont pas forcément en adéquation avec des recharges et des temps de résidence qui sont extrêmement longs. D'où ma question, effectivement, de savoir s'il y avait un objectif de baisse de stabilisation de niveau piezo. Et donc, n'est-il pas un risque, pour certaines en tout cas, d'observer à horizon 5, 10, 20 ans, 30 ans, effectivement, une perte de captivité de ces nappes. Laura, tu veux répondre pour les volumes prélevables Alors, ça va peut-être au-delà de mes compétences en tant que sociologue. Peut-être que, par contre, des acteurs engagés dans la gestion de ces nappes pourront répondre de manière beaucoup plus précise et pertinente que moi, et même peut-être que Juliette. Alors, pardon, désolée Damien, on se connaît bien, j'étais en train de lire un mail en parallèle. Peux-tu reposer ta question sur les volumes? Oui, non, la question c'était, dans les différents exemples, on a bien vu que ça passait par le calcul des volumes prélevables. Mais en fait, je m'interrogeais, sachant que dans certains des exemples, on observe des baisses de niveau piezo qui sont continues, parce qu'on a aussi des pressions qui sont très fortes. Mais est-ce que les volumes prélevables sont définis pour satisfaire non seulement les usages, mais aussi l'équilibre du milieu naturel, quoi, si tu veux. Et donc, est-ce qu'on peut avoir raisonnablement un objectif de stabilisation des niveaux piezo, ou est-ce que c'est pas vraiment envisageable, ou en tout cas, on n'a pas suffisamment de connaissances pour avoir cet objectif-là? Alors, nous, en tout cas, je parle pour la Gironde, on a fait la définition des volumes prélevables, on l'a couplé à des mesures locales. Donc, on définit des volumes prélevables sur des secteurs assez importants. Juliette le disait, on a 10 000 km² sur l'ensemble du département. On a divisé ça en 5 zones. Et sur chacune des zones, on a des volumes maximum prélevables pour garantir les usages. Mais on est dans un cas particulier où nous, le SAGE est principalement dédié à l'eau potable. Donc, l'usage principal, c'est vraiment l'eau potable. On a assez peu de conflits d'usage finalement sur le secteur. Par contre, il n'empêche que sur certains points, on a une baisse continue des niveaux piezo qui, elle, s'observe en continu. À travers les volumes prélevables, ça permettait pas, par contre, de garantir les milieux parce que nous, on a eu besoin de coupler ça à une approche en gestion, en pression. Donc, on a vraiment les volumes en millions de mètres cubes qui sont autorisés pour les usages. Et puis, cette approche en pression pour préserver les flux sortants, ce que j'expliquais tout à l'heure, vers les milieux qui en dépendent. Et là, c'est des approches très ponctuelles où, en fait, on vient essayer d'étudier quels milieux ou quels enjeux, par exemple des sources,
qui sont utilisés pour l'eau potable sont présents sur le territoire, dans quelle mesure ils sont connectés aux nappes et quel niveau piézométrique on a besoin de maintenir pour être sûr que les eaux s'écoulent bien vers ces milieux. Et dans ces cas-là, on a une gestion locale avec des maximums de rabattement admis. Donc nous, on couple les deux, des volumes maximum prélevables qu'on peut extraire, qui sont autorisés, et des niveaux de nappes qui doivent être garantis pour préserver les milieux qui dépendent des écoulements. Et le moyen de prendre en compte les deux, ça a été de coupler cette approche globale et cette approche locale. Peut-être juste un petit par rapport à ça, pour le cas australien, ils ont défini des volumes aussi, 30% dans un des États, ils ont défini 30% du volume qui était exploité, qui devait être conservé vraiment pour le milieu naturel, justement. Mais c'est le seul cas où j'ai vu cet exemple où les milieux naturels sont aussi pris en compte. Merci à vous. Y a-t-il une toute dernière question avant que l'on se quitte, puisqu'il est 14h36? Non, je ne vois pas de main levée. Je vous remercie. Je reprécise que l'ensemble des rapports, des écrits dans le cadre de cette étude seront disponibles, vous seront envoyés par mail et seront, j'imagine, disponibles sur le site internet du projet d'ISAC, ainsi que l'enregistrement de ce webinaire. Je vous remercie et vous souhaite une bonne après-midi. Merci beaucoup Juliette pour la présentation. Merci. Les retours, les questions. Merci. Merci beaucoup.